À partir d'octobre 1914, 13 départements français sont partiellement ou entièrement occupés par l'armée allemande. Et cette occupation va durer 50 mois, soit 1500 jours. Les territoires occupés sont totalement dissociés du reste de la France par la volonté des Allemands. Le courrier ne passe plus, les nouvelles ne circulent plus. Et donc la population civile, qui se trouve désemparée face à un ennemi nombreux, puissant, se trouve en situation de coma, parce qu'elle n'a aucun levier pour se défendre face à la puissance de l'occupant. Le 28 août 1914, en fin d'après-midi, les Allemands chargent dans les rues de Péronne, vont prendre l'hôtel de ville et ne vont pas trouver d'autorité civile ni administrative. En fait, elles ont fui tout simplement la veille. Reste dans l'hôtel de ville une poignée d'hommes courageux qui vont faire face à l'ennemi lorsque le premier officier allemand qui rentre dans Péronne pénètre dans l'hôtel de ville avec un groupe de soldats armés, monte jusqu'au bureau du maire, enfonce la porte et les fait prisonniers. Et l'un des premiers actes va être de décrocher du balcon de l'hôtel de ville comme un trophée de guerre le drapeau français qui s'y trouve. Tout ce qui est souveraineté française est mis de côté. Le territoire occupé est passé à l'heure allemande et il y a donc une sorte on affiche cette occupation en disant « vous suivez notre heure ». L'heure allemande à l'époque était 1 heure d'avance sur l'heure française. Pendant l'occupation de 14-18, Lille est une ville allemande, tout simplement parce qu'elle est à une quinzaine de kilomètres seulement du front et parce qu'il y a une densité de troupes exceptionnelle. Il y a les états-majors, il y a l'ensemble de l'administration militaire qui est présente et l'occupant montre sa présence par des signes de puissance, en particulier les parades. Chaque jour, à Lille, comme dans les grandes villes, il y a un défilé militaire allemand avec un orchestre. On marque le territoire, on est à l'heure allemande, on impose le couvre-feu, on est en territoire allemand. Il y a un bâtiment qui est peut-être le plus gros des symboles, le plus beau des symboles de Lille à l'heure allemande pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'opéra. Cet opéra, en 1914, au moment où les Allemands entrent dans la ville, est en cours d'achèvement. Les Allemands arrivent, prennent possession de la ville et vont faire en sorte d'achever les travaux pour inaugurer, en présence du Kronprinz Ruprecht de Bavière, le soir de Noël 1915, cette opéra qui porte alors le nom de Deutsches Theater, le théâtre allemand, où l'on joue du Liszt en présence de l'ensemble des officiers des forces d'occupation ici sur le secteur de la métropole lilloise. Pour l'entretien des troupes sur place, les Allemands imposent aux villes des contributions de guerre qui se chiffrent en centaines de millions de francs. Ils prélèvent aussi le maximum de ressources sur les territoires occupés. Tous les objets qui font l'ordinaire des civils sont pillés méthodiquement, périodiquement par l'occupant. D'abord, on réquisitionne des logements. On héberge des officiers, parfois 5-6 officiers, dans les grandes maisons bourgeoises. On s'installe avec les familles, en bonne partie avec les familles. On prend ce dont on a besoin et de suite, on paie même. On fait soit un paiement sur place, soit des bons. Donc, quand un officier signe un bon de réquisition d'un cheval qu'il va prendre à l'habitant, il dit bon à toucher après la victoire des Allemands. On a également la présence de commerces allemands qui vont s'ouvrir puisque l'occupant exigeait que tous les commerces soient ouverts. Si des Français ne se réinstallent pas dans les commerces, eh bien on y met des commerçants allemands. Donc la moitié des commerces de Péronne vont être tenus par des Allemands. L'une des révolutions importantes aussi, ça va être l'implantation d'une monnaie de guerre à partir de 1915, puisque face aux raquettes des troupes allemandes, il va falloir trouver une solution monétaire. Et donc sur 80 communes, dont Péronne, va être mise en place des bons de guerre de la région de Péronne qui vont remplacer l'argent français ou l'argent allemand.
Le blocus que les Alliés ont mis en place dès la fin de 1914 pour asphyxier l'Empire allemand a eu des conséquences tragiques pour la population allemande en termes alimentaires. Et donc ils mettent en place un système extrêmement méthodique pour exploiter tout ce qui est disponible sur le territoire, l'or, la monnaie. Ils vont bien sûr exploiter les ressources alimentaires de régions qui sont très productrices en matière de blé, en matière d'élevage, et ils vont bien évidemment s'intéresser à l'appareil industriel. Et dans ce pillage, il y a deux matières qui provoquent des sursauts, des oppositions fondamentales. Tout d'abord, c'est les prélèvements de cuivre, parce que bien sûr la population a compris que ce cuivre va servir en Allemagne à produire des munitions. Et la deuxième matière qui provoque un blocage, c'est en 1917, la volonté de prélever la laine des matelas, parce que là on touche à l'intime des familles. Not kennt kein Gebot. Nécessité fait loi. À ce moment-là, on prend sur la population, évidemment, des territoires occupés. Tout ce qu'on peut prendre. Mais ça, c'est un phénomène qui se produit au fur et à mesure que le blocus fait mourir de faim les Allemands. Lille, comme toutes les villes et les villages des territoires occupés, sont des villes qui très rapidement vont être en dépression. Les habitants n'ont plus de charbon pour se chauffer, ni de gaz et d'électricité pour s'éclairer. C'est donc une ville dans le noir, une ville où les habitants ont faim, une ville où les habitants ont froid. C'est uniquement grâce à l'aide humanitaire apportée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas que les civils vont survivre. Conséquence de ces pénuries, ce sont les nombreuses épidémies qui vont se développer, épidémies de choléra, de diphtérie, de tuberculose, que vont connaître les civils jusqu'à la libération. À partir de 1915, les civils ont l'obligation de porter sur eux une carte d'identité indiquant leur profession. Les communes doivent recenser tous les hommes en âge de travailler. L'occupant est donc en mesure de trouver la main-d'œuvre dont il a besoin. Les Allemands n'ont pas rechigné de forcer les gens à travailler. Généralement, les Allemands ne vont procéder au travail forcé que dans la mesure où le travail apporté contre paiement ne suffit pas. En 14-15, on n'a recours que ponctuellement à de la main-d'œuvre locale. On fait venir des hommes pour abattre des arbres dans les forêts. On utilise bien sûr le travail des femmes pour blanchir le linge. Mais c'est ponctuel, c'est au coup par coup pour les besoins des troupes d'occupation. En revanche, la situation change radicalement à partir de 1916. Zivilarbeiterbataillon, bataillon des ouvriers aux civils. Ce sont des civils, mais des civils qu'on a pris aussi dans des prisons, des gens qui n'ont pas obéi. C'est le pire ce qui pouvait arriver aux civils. Les brassards rouges, c'est une partie des travailleurs forcés. Ce sont des colonnes, des bataillons de travailleurs civils, qui sont généralement de jeunes gens, de 18 à 25 ans, qu'on va utiliser pour des travaux périlleux, à l'arrière du front, pour creuser des abris, parfois pour inhumer les corps de soldats allemands tués au combat. Et ces gens sont très durement traités, assez mal nourris, et mis dans des camps où les conditions pendant l'hiver 16-17 ont été très dures. À Pâques 1916, ce sont, à l'échelle de la métropole lilloise, 20 000 habitants qui vont être déportés dans d'autres régions, dans l'objectif de servir de main-d'œuvre dans les grandes exploitations agricoles, dans l'Aisne, dans les Ardennes. Sont déportés non seulement des hommes, mais aussi des femmes et des jeunes filles. C'est d'ailleurs cette scène qui est représentée sur l'un des bas-reliefs du monument aux morts de Lille. Cela va déclencher une indignation générale dans l'opinion publique, et notamment en France libre, où les journaux vont couvrir cet épisode pour montrer la barbarie de l'occupant allemand dans les territoires occupés.
C'est ici à l'intérieur de la citadelle que les troupes d'occupation vont emprisonner des groupes d'otages. Ils désignent des notables, le maire, l'évêque, le préfet, les députés, les conseillers municipaux, pour venir passer la nuit à l'intérieur de la citadelle pour éviter toute exaction de la population civile à l'encontre des troupes d'occupation. La citadelle de Lille sert aussi comme lieu d'emprisonnement des soldats pris dans les zones de combat. À partir de 1915, cette citadelle va servir de lieu d'exécution d'un certain nombre de résistants pris par le contre-espionnage allemand et qui seront jugés sommairement avant d'être abattus dans les fossés de la citadelle. Dès les premières semaines de l'occupation, se mettent en place des formes de résistance structurées. Il y a d'abord le groupe qu'on appelle le comité Jacquet. Ces hommes vont mettre en place une filière d'évasion qui cherche à faire partir vers la France, via la Belgique, la Hollande et l'Angleterre, plusieurs centaines de soldats français ou britanniques et plusieurs centaines de civils qui veulent rejoindre le combat au profit de la mère patrie. Deuxième nécessité, contrebattre la propagande allemande qui s'exprime par des journaux à grand tirage comme la Gazette des Ardennes qui tiennent un discours démoralisateur. Et il y a un troisième type d'action qui est possible, c'est renseigner militairement les soldats alliés sur les activités, sur les mouvements des troupes allemandes dans la zone occupée. Il y a une figure emblématique qui incarne la résistance dans le nord de la France, c'est Louise de Béthigny, qui va créer, au début de l'année 1915, un réseau de renseignement qu'on baptise le service Alice. Mais là encore, la durée de vie de ce réseau est limitée, puisque en octobre 1915, les principaux dirigeants, ce sont surtout des femmes, sont arrêtés par les Allemands. Louise de Béthigny est condamnée à mort, sa peine va être commuée et elle va périr dans une prison allemande en septembre 1918. Parmi les groupes qui travaillent pour le service Alice, quelques adolescents menés par un jeune Belge, Léon Trullin. Arrêté à la frontière avec des plans de batterie et d'aviation allemande, il est condamné à mort. Dans une dernière lettre à sa mère, il écrit « Votre fils s'est dévoué pour sa patrie. Je pardonne à tout le monde, amis et ennemis. » Le 8 novembre 1915, il est fusillé dans les fossés de la citadelle de Lille, à l'âge de 18 ans. Point stratégique sur le front, Péronne est plusieurs fois reprise par les Alliés. Lors de la bataille de la Somme, en 1916, sa population est évacuée. Quelques mois plus tard, les Allemands se replient sur la ligne Hindenburg. Les troupes allemandes qui quittent Péronne après 2 ans et demi d'occupation vont laisser une ville complètement désolée, tout un territoire complètement désolé. On a détruit les habitations dans une volonté de politique de la terre brûlée. On a arraché, tronçonné les arbres fruitiers, on a empoisonné les points d'eau, tout ce qui pouvait être réutilisé pour l'ennemi. Et ils vont jusqu'à laisser sur les ruines de l'hôtel de ville un panneau assez odieux qui porte l'inscription « Nicht ärgern, nur wundern ». Ne vous fâchez pas, étonnez-vous seulement. Ça, c'est la traduction à peu près correcte. Ne vous fâchez pas, étonnez. À l'époque, les Français ont traduit différemment. Ne vous fâchez pas, admirez seulement. Ce qui est une mauvaise traduction de ce que veut dire l'auteur allemand. La population, elle le perçoit très mal, c'est une insulte supplémentaire après le déboulonnement de la statue de notre héroïne locale Marie Fourré qui est remplacée par un mannequin d'une prostituée. Donc on est là dans le summum de l'insulte pour les habitants qui récupèrent déjà une ville en ruine. Quand on considère que l'hôtel de ville de Péronne a été détruit en moitié par le bombardement effectué par les Français. Ils ont détruit pour déloger les Allemands. Bien entendu, ils avaient toutes les bonnes raisons. Après, ils ont dit que les Allemands ont tout détruit. C'était un fait tout de suite transformé en propagande. Or, les Allemands disent, pas nous. Étonnez-vous un peu, qui a fait ça? Les territoires de la Somme sont définitivement libérés par les troupes australiennes
En septembre 1918, après de violents combats, jusque dans les rues des villages. L'armée anglaise du général Birdwood libère l'île le 17 octobre. L'armistice est signé quelques semaines plus tard, le 11 novembre. Mais en juin 1940, les troupes allemandes reviennent et conquièrent Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est tout le territoire français qui passe alors allemande. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine sur France 24 et france24.com dans les 3 langues. À très bientôt.